On a tous entendu dire que la guerre était la continuation de la politique par d'autres moyens et aussi que sport et politique ne faisaient pas bon ménage. Mais comme tout événement d'ampleur mondiale, les grandes compétitions sportives telles que les Jeux Olympiques d'été, d'hiver, la Coupe du Monde de foot ou de rugby peuvent venir se teinter de politique. Ou disons plutôt que le politique peut être tenté de se mêler des affaires sportives. Historiquement et même encore aujourd'hui, le temps olympique est un temps de trêve où la guerre est supposée ne plus avoir cours pour ne laisser place qu'aux seules performances et autres exploits sportifs. Aujourd'hui encore, la trêve olympique impose la cessation des conflits une semaine avant les Jeux Olympiques et une semaine après les Jeux Paralympiques. Malheureusement, ça n'a pas vraiment marché en cette année 2024. Les Jeux Olympiques sont l'occasion pour chaque pays de comparer leur nombre respectif de médailles. Les cérémonies d'ouverture comme de clôture sont aussi une façon d'affirmer une forme de soft power. Elles constituent une façon pour chaque pays de se montrer, de se représenter au monde. On y montre ce qu'on souhaite y montrer, mais aussi ce que le monde attend que nous montrions. Aux yeux du monde, la France c'est Notre-Dame de Paris, la Grèce c'est le Parthénon, l'Italie c'est le Colisée, les États-Unis c'est la Statue de la Liberté, la Chine c'est sa célèbre muraille, etc. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004 avait profité de cela en rappelant l'origine grecque des Jeux Olympiques. Des Jeux qui se sont tenus il y a bien longtemps, à une époque où nous n'étions pas nés. Et peut-être vous non plus ne l'étiez pas plus à l'époque où l'URSS existait. Qui dit URSS dit guerre froide. Et si le sport a jamais été politique, il ne l'aura peut-être jamais été autant que pendant la guerre froide. Alors à présent, direction l'Allemagne, ou plus exactement, l'ancienne République démocratique allemande. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne est occupée et une série d'événements historiques entraîne la création de deux États à l'idéologie rivale. À l'ouest, la RFA, fondée en mai 1949, suit une logique capitaliste, et à l'est, la RDA, qui elle suit un régime communiste. La RDA encourage largement la pratique du sport, dans une perspective de compétition, mais aussi dans une perspective de santé, aussi bien physique que mentale. La pratique du sport et plus généralement la culture physique est même inscrite dans la Constitution comme un droit du citoyen au développement de la personnalité, et comme une condition du développement de la société socialiste à l'époque de la révolution scientifique et technique. Vous l'aurez compris, c'est du sérieux. Il s'agit de créer un homme nouveau et pas n'importe lequel. L'homo soviéticus, sain de corps et d'esprit, un homme loin de l'homo capitalistus, tout juste bon à s'empiffrer de Big Mac, les fesses posées sur son canapé, en train de s'abrutir devant un programme télévisé. En RDA, du temps est dégagé pour que les travailleurs puissent participer à l'organisation d'événements sportifs. On pourrait penser que la seule supériorité du modèle communiste suffise pour permettre aux athlètes est-allemands de s'élever au-delà des performances des athlètes des sociétés capitalistes. Pourtant, la vertu de ce modèle ne suffisait pas, et il a fallu apporter aux athlètes est-allemands un soutien extérieur. Le plus souvent, cette aide était faite à l'insu des athlètes, auxquels on distribuait ce que leurs entraîneurs ou leurs médecins présentaient comme étant des vitamines et qui n'étaient autres que des produits dopants. Ces vitamines, en plus d'être distribuées à l'insu des athlètes, l'étaient aussi dès leur plus jeune âge, mettant en péril leur bon développement et leur santé future. Et ces pratiques représentaient tout sauf des cas isolés. En effet, le dopage des athlètes faisait partie en Allemagne de l'Est d'un véritable programme institutionnalisé baptisé Plan d'État 14-25. Une véritable industrie du dopage a donc été mise en place et ce ne sont pas moins de 5 millions de marques qui chaque année seront investies dans la recherche sur le dopage à travers l'Institut pour l'éducation physique et le sport. Institut à la sulfureuse réputation. De 1984 à 1988, en l'espace de 4 ans, ce sont 21 projets de recherche qui seront conduits. Manfred Hoppner, directeur suppléant du service de médecine sportive de la RDA, a résumé en 1977 l'état des lieux de l'administration d'adjuvants de la façon suivante. Les hormones anabolisantes, qu'on appelle également stéroïdes anabolisants, représentent la majeure partie des préparations utilisées jusqu'à présent. Elles sont utilisées dans le sport de compétition est-allemand depuis 1966 et on en a tout particulièrement fait usage lors des préparations aux Jeux Olympiques en 1972 et 1976. Elles sont désormais administrées dans toutes les disciplines sportives à l'exception de la voile et de la gymnastique. Dans les disciplines sportives où les performances sont mesurables, ce coup de pouce est mis en évidence par la distance, le chrono ou le poids. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce plan va porter ses fruits. De 1972 à 1988, les athlètes de la RDA vont remporter un nombre impressionnant de médailles. Pas moins de 144 médailles d'or auxquelles viennent s'ajouter 120 médailles d'argent et 120 médailles de bronze, soit un total de 384 médailles. La RDA ne sera devancée que par les États-Unis et l'URSS, ce qui en toute logique questionne aussi sur la propreté des athlètes issus de ces deux nations. Mais
Toute médaille a son revers et les athlètes est-allemands vont payer chèrement le prix de ces victoires obtenues grâce à ce dopage d'État. Et c'est ce qu'indiquait ce même Manfred Hoppner. L'utilisation actuelle des hormones anabolisantes a provoqué des lésions irréversibles chez beaucoup de femmes, en particulier des nageuses. Le dopage a par exemple provoqué la virilisation de certaines femmes, développement de la pilosité, mue de la voix, troubles de la croissance. La nageuse Jutta Gottschalk déclarait ainsi dans le documentaire RDA, les ravages du dopage: on nous donnait un gobelet au bord du bassin avec 10, 15, parfois 20 comprimés de couleurs différentes. Je croyais sincèrement que c'était des vitamines qui nous aidaient à ne pas tomber malade et à supporter l'entraînement. Je pensais qu'ils voulaient notre bien. Ils ne voulaient que le bien de l'État. À la suite de leur carrière, de nombreux athlètes développeront cancer, maladies cardiovasculaires et insuffisance hépatique. Certaines femmes athlètes n'ont pas pu avoir d'enfants en raison de leur participation voulue ou non à ce programme de dopage. Et de tous les produits utilisés à l'époque, il y en a un qui a particulièrement fait parler de lui, l'oral turinabol. De son vrai nom, le 4-chloro-déshydrométhyltestostérone, un stéroïde anabolisant justement mis au point en Allemagne de l'Est en 1965 par le laboratoire Genapharm GmbH. Comme vous l'aurez deviné, en raison de la présence du mot testostérone dans son nom, c'est un dérivé de synthèse de la testostérone, qui présente l'avantage d'être indétectable si l'on stoppe le traitement 5 jours avant les épreuves. Chez les femmes, le turinabol provoque une virilisation de la voix, une augmentation de la pilosité du visage et des irrégularités menstruelles. Très tôt, dès 1977, et certainement avant cette date, les autorités avaient une parfaite connaissance des effets sur la santé des cures imposées aux athlètes. En dépit de l'ampleur du dopage et de l'immoralité de l'entreprise dont médecins et entraîneurs se sont rendus complices, la participation au dopage d'État n'a donné lieu qu'à très peu de poursuites judiciaires. L'essentiel des procédures se sont traduites par un non-lieu, contre compensation financière. De nombreux médecins et entraîneurs associés au dopage d'État dans l'ex-RDA ont continué d'exercer dans l'Allemagne réunifiée. Tout de même, en juillet 2000, Manfred Ewald et Manfred Hoppner ont été condamnés respectivement à 22 et 18 mois de prison avec sursis. Manfred Ewald avait été ministre des Sports de la RDA de 1961 à 1988, ainsi que président du comité olympique de l'Allemagne de l'Est de 1973 à 1990. Manfred Hoppner, lui, était le premier médecin sportif de la RDA. De 1964 à 1978, il a été médecin d'équipe de la Fédération d'athlétisme de l'Allemagne de l'Est. Tous deux ont été reconnus coupables de blessures corporelles par complicité. Une loi ratifiée en 2002 a reconnu à 194 victimes le droit à une indemnisation d'un montant de 10 438 €. Quelques années plus tard, en 2006, 167 victimes ont obtenu un versement de 9 250 € d'indemnisation. Une bien maigre somme pour des gens dont la vie a été brisée. Face à ce récit glaçant, on pourrait espérer que l'Allemagne de l'Ouest, elle, se montrerait plus vertueuse et plus respectueuse de la santé des athlètes que son voisin de l'Est. Difficile en effet de rivaliser avec l'ampleur du programme de dopage instauré chez son voisin de l'Est. La RFA n'a d'ailleurs jamais obtenu les spectaculaires résultats sportifs de la RDA. Mais les sportifs ouest-allemands étaient-ils exempts de dopage pour autant? Il semblerait que non. Qui dit rivalité politique dit aussi rivalité sportive, et qui dit rivalité dit tentation de tricherie. Un rapport universitaire publié en 2013 a fait état d'un dopage organisé dans le sport ouest-allemand à compter des années 1970. Dans ce rapport, les chercheurs de l'université Humboldt de Berlin affirmaient que la recherche sur les produits dopants était soit tolérée, soit souhaitée par toutes les instances décisionnelles. Lors des Jeux Olympiques de 1976, ce sont plus de 1200 injections douteuses que les sportifs ouest-allemands recevront. Le rapport met aussi en exergue le rôle plus que trouble joué par le chercheur Joseph Kuhl et le BISP, l'Institut fédéral pour la recherche sportive. Le rôle du BISP dans les recherches sur les anabolisants en République fédérale d'Allemagne a été central. Il a fait en sorte que toutes les recherches subventionnées par l'État sur les anabolisants soient concentrées entre les mains de Kuhl après 1970. Mais faire des recherches sur les anabolisants n'est pas répréhensible en soi. Il faut seulement espérer que ces recherches visaient à mieux lutter contre le dopage. A priori, mieux connaître ces produits devrait permettre de mieux les détecter et d'assainir les compétitions sportives en y faisant disparaître les tricheurs. Mais était-ce vraiment l'objectif de ces recherches? Les recherches de cet institut portaient également sur un produit aujourd'hui bien connu, l'érythropoïétine, plus connu sous le nom d'EPO. Une hormone naturellement présente dans notre corps qui stimule la production de globules rouges par la moelle osseuse. Les globules rouges étant responsables de l'apport d'oxygène, vous comprendrez que plus il y en a, et mieux nos muscles utiliseront les sucres et les graisses à leur disposition. Et parmi les grands utilisateurs de l'EPO se trouve un des cyclistes les plus titrés de tous les temps, Lance Armstrong, l'américain vainqueur de 7 Tours de France, jusqu'à ce que ses titres lui soient tous retirés
pour cause de dopage. Pour revenir sur la RFA, on estime à 10 millions d'euros le montant de financement public qui serait allé en direction de cet institut fédéral pour la recherche sportive. Une façon de s'aligner sur ce qui se faisait de l'autre côté du mur. Un témoin entendu pour l'enquête rapporte les propos du ministre de l'Intérieur de l'époque qui aurait indiqué « Nos athlètes doivent bénéficier des mêmes conditions de préparation que celles dont disposent les athlètes de l'Est ». Cela s'étendait-il aussi au dopage? Vous aurez compris que oui. À présent, quittons l'Allemagne pour prendre la direction de l'Afrique, et plus exactement de la Guinée équatoriale. Du 17 janvier 2015 au 8 février 2015 s'est tenue la Coupe d'Afrique des Nations. L'organisation de la compétition est confiée à la Guinée équatoriale qui accueillera cette compétition après que le Maroc se soit désisté. Une occasion en or pour le président de la Guinée équatoriale, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, de faire oublier ses crimes et la gestion catastrophique des ressources de son pays. Et oui, car le sport, et a fortiori un sport aussi populaire que le football, peut faire office de cache-misère. Pour votre gouverne, sachez que le président Obiang est en poste depuis 1979, après que celui-ci ait renversé son oncle dans un coup d'État militaire. En janvier 2015, mois de la compétition, il était le chef d'État à être resté le plus longtemps en poste. On peut donc le tenir pour responsable de l'état actuel de son pays. Il a eu le temps d'y faire quelques réformes et en aura encore le temps puisqu'il a été réélu en 2022 pour un mandat de 7 ans avec 97% des suffrages, un score largement supérieur à celui de l'élection de 2016 où il avait réuni seulement 93,53% des voix. Le pays n'est pourtant pas sans disposer d'atouts. Il est riche en pétrole et en gaz, deux ressources cruciales au XXIe siècle, une source de revenus idéale pour développer son pays. La Guinée équatoriale jouit d'un excellent PIB par habitant, supérieur même à celui de l'Italie, de l'Espagne ou encore de la Russie. Mais ce PIB très important au vu du nombre d'habitants assez faible du pays est très mal réparti. L'argent est concentré dans un très petit nombre de mains puisque 70% de la population vit avec moins d'$1 par jour. On pourrait donc penser que la priorité avant de chercher à accueillir des événements sportifs majeurs serait d'augmenter le niveau de vie de la population et de doter le pays d'hôpitaux, d'écoles, d'universités, d'infrastructures routières et ferroviaires, de donner accès à la population, à l'eau courante, à l'électricité, etc. Mais non. Et à présent, accrochez vos ceintures. Car ce sont près de 40 millions de dollars qui seront engloutis pour accueillir cette compétition dans ce petit pays comptant à l'époque 600 000 habitants pour un PIB de 12 milliards de dollars. Une dépense qui représente 0,3% du PIB. Un pourcentage raisonnable, me direz-vous. Mais appliqué au PIB français, ce chiffre représenterait 90 milliards 930 millions de dollars. Soit environ 10 fois plus que les JO de Paris et plus que l'entièreté du programme du Rafale. Bref, une somme démentielle pour l'organisation d'un événement sportif. Mais ce choix est loin d'être isolé et fait partie d'une longue chaîne de décisions ubuesques prises par le président Obiang. En 2009, le président avait ainsi décidé de la construction d'une basilique de 200 mètres de long à Mongomo, ville natale du président Obiang. Mais au moins peut-on se dire que les joueurs de l'équipe nationale de la Guinée équatoriale jouaient sans crainte, soutenus par leur peuple et leurs dirigeants, et qu'ils ne craignaient pas pour leur vie ou leur intégrité physique en cas de défaite. Et ce n'est pas vrai de tous les pays. Car non, sport et dictature ne font pas bon ménage. Menacer les sportifs de sévices physiques en cas de défaite ne permet pas d'obtenir d'eux de meilleures performances. L'exemple du fils de Saddam Hussein le prouve. Entre 1985 et 2003, Uday Hussein, aussi surnommé The Devil, un nom évocateur, avait mis en place un système de terreur sans pareil. Uday Hussein ne reculait devant rien, devant aucune exaction, pour inciter, par la terreur, les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Avant ce terrible épisode, le football irakien se portait plutôt bien. Il avait même connu une période faste que d'aucuns auraient pu appeler l'âge d'or du football irakien, s'étalant du milieu des années 60 à la fin des années 80. Lors de cette période, l'équipe nationale irakienne avait remporté pas moins de 7 coupes, 4 coupes arabes des nations et 3 coupes du Golfe. Elle s'était même qualifiée pour le mondial mexicain de 1986 qui avait vu la victoire de l'Argentine en finale contre l'Allemagne de l'Ouest. En apparence idyllique, cette époque était pourtant loin d'être rose, et c'est particulièrement vrai pour les attaquants de l'équipe nationale qui, à la suite d'un mauvais match, pouvaient passer quelques jours en prison. Karim Saddam, un grand buteur du championnat irakien de l'époque, témoigne. Comme j'étais un buteur qui marquait souvent, à chaque fois que je finissais un match sans but, on m'emmenait 5 jours en prison. Au début, on était juste enfermé, puis après, ça a été les coups ou le fouet avec des câbles. Il jouait alors au Al-Rashid SC, une équipe de la famille Hussein que le fils du dictateur irakien surveillait de très près. L'attaquant prit la décision d'être transféré vers un club moins bien classé simplement pour échapper à l'emprise d'Uday Hussein. Même éloigné d'Uday Hussein, certains joueurs lui étaient toujours redevables. Ainsi, le joueur Habib Jafar, bien que s'étant exilé au Qatar, devait verser 40% de son salaire. On en venait à une situation ubuesque où la sélection nationale, loin d'être enviée par les joueurs, en venait même à être crainte.
Shaker Mahmoud, ancien milieu de terrain au Al-Rashid SC, avoue que « on espérait tous ne pas être sélectionnés, car on avait peur des tortures. Il disait aussi que si on jouait mal, on serait envoyé sur le front iranien. » En plus de cela, il nous insultait sans cesse alors que nous étions tous des hommes respectueux. Non content de faire souffrir les joueurs, Ouday Hussein couvre de son ombre malfaisante l'équipe nationale. Ainsi, le peuple irakien ne voit derrière l'équipe nationale que le simple jouet du fils de Saddam Hussein. Et au lieu de bénéficier du soutien populaire qu'elle mérite, l'équipe nationale irakienne finit par être détestée par le peuple. Tous les Irakiens espéraient que notre équipe nationale perde, car ils haïssaient Ouday, confie Shaker Mahmoud. Rater un penalty est une expérience très désagréable pour un joueur de football. Un tel échec prenait une toute autre tournure en Irak sous la houlette d'Ouday Hussein. Croyez-moi que sous sa direction, l'équipe irakienne n'eût pas pu répliquer la grève du bus faite par l'équipe de France en Afrique du Sud lors de la Coupe du Monde 2010. Sous Ouday Hussein, rater un entraînement était synonyme de prison, même pour assister à un enterrement ou pour rester auprès de son enfant malade. Et laissez-moi vous raconter l'histoire du carton rouge de Yasser Abdul Latif. Ce dernier, lors d'un match à Bagdad, avait eu le malheur de recevoir un carton rouge. Il aurait supposément frappé l'arbitre. Du moins, c'est ce qui avait justifié ce malheureux carton. Pour le punir de cette expulsion, Latif fut conduit en prison et resta dans une minuscule cellule de 2 mètres carrés pendant près de 2 semaines. On lui rasa la tête et les sourcils et il fut contraint de faire des pompes pendant 2 heures sous le regard de 3 gardes. Chaque fois que le rythme des pompes commençait à faiblir, les gardes lui assénaient des coups de câble électrique. Sorti de prison, il raconte n'avoir pu dormir sur le dos pendant près d'1 mois en raison des coups que les gardiens lui avaient donnés. Mais il y a encore bien d'autres histoires à raconter sur Ouday Hussein, personnage dont la perversité a même fait l'objet d'un film. Vous comprendrez que nous n'aurons pas le temps de toutes les aborder ici. Et c'est sur ces bien belles paroles que s'achève cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter et de laisser l'habituel ou l'inhabituel pouce bleu.